Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série À qui est ce crâne, où je vous présente un crâne d'animaux ici, un crâne souvent de vertébrés, parce que les crânes d'insectes ne ressembleraient pas à ça, et je m'y connais beaucoup moins. Donc ces crânes d'animaux, je vous laisse un peu de temps pour dire à quoi il vous fait penser, en commentaire par exemple, et d'essayer d'y répondre avant d'avoir la solution qui va être révélée prochainement. Donc il y a quelques caractéristiques sur ce crâne qu'il faut regarder, que je ne vais pas vous donner là, mais qui seront importantes pour deviner à qui ça appartient. Souvent, avec la forme du crâne, on peut déjà avoir une idée sur quel animal ça pourrait être, qui peut être parfois fausse si on rajoute des tissus par-dessus, mais parfois bonne et qui a la bonne intuition. Donc je vais tout de suite arrêter le suspense et vous révéler que ce crâne appartient à un crâne de... C'est une tortue. Voilà, une tortue alligator même. On pouvait le voir avec ses excroissances ici, pour la tortue alligator, par exemple. Donc avant qu'on passe à la suite et qu'on se demande quels éléments permettent de dire que c'est une tortue, et ben une tortue alligator, petit fun fact, vous voyez cette bouche là, elle paraît un peu mignonne, mais en fait si vous mettez vos doigts à l'intérieur, ils peuvent être sectionnés parce que la puissance de la tortue alligator est exceptionnellement forte, c'est la plus grande puissance de morsure des tortues. Parmi toutes les tortues, c'est celle qui mord le plus fort. Voilà, tout simplement. Et ce bec là, fait de kératine, bah, même si c'est pas des dents fait, comment le vulgariser? J'allais dire hydroxylapatite parce que c'est pas des os, fait de bons minéraux durs, et ben ça fait quand même très très mal avec la puissance de morsure. Donc, maintenant on passe à la suite. C'est une tortue, mais quels éléments permettent de vous dire que c'est une tortue? Tout d'abord, on va voir que c'est un crâne anapside. Anapside, qu'est-ce que c'est? On va voir que c'est l'absence de fosse temporale. Donc avant d'aller là-dessus, qu'est-ce qu'une fosse temporale? Une fosse temporale, c'est une fosse qu'on peut retrouver sur les crânes des mammifères et des reptiles, par exemple. Et cette fosse, elle se situe entre le post-orbital et le squamosal. Donc on peut avoir une fosse ou deux fosses. Cette fosse, elle peut être visible sur un cheval, on peut avoir ici. Elle est visible aussi chez nous, même si on n'a pas un trou comme chez le cheval. On va avoir seulement un creux. Ça va être pareil, on va avoir un creux qui est entre le post-orbital et le squamosal. Et donc ça, c'est ce qui définit les mammifères, et ce qui définit surtout les synapsides, un groupe qui englobe les mammifères. Ensuite, on a les crocodiles, qui sont eux diapsides, c'est-à-dire qu'ils ont deux fosses temporales. Une fosse supérieure et une fosse inférieure entre le post-orbital et le squamosal. Alors, si je vous les montre, on a la fosse temporale supérieure qui est ici, et la fosse temporale inférieure qui est juste là. On peut voir la symétrie de l'autre côté, on a la fosse temporale supérieure de l'autre côté, et la fosse temporale inférieure de l'autre côté. Je vous ai choisi une vue dorsale, parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas comme le schéma, où on voit bien de profil les deux fosses temporales. Souvent, la fosse temporale supérieure, elle est quasi pas visible si on regarde un crâne de crocodile de profil. Et donc, je vous ai mis une vue dorsale. Et donc, pour notre tortue, on arrive avec une absence de fosse temporale, c'est-à-dire qu'entre le post-orbital et squamosal, il n'y a pas de trou, comme ici. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des trous ici pour l'orbite. Ici, c'est le trou entre la mandibule qui n'est pas présente sur le schéma et le reste du crâne. Donc, c'est juste un trou là. Et donc, ce n'est pas une fosse temporale. On n'a pas de fosse temporale, on va avoir des muscles qui vont s'insérer sur cette fosse pour pouvoir mâcher la nourriture ou arracher la nourriture. Et donc on va pas en parler, mais du coup la tortue elle va avoir besoin de d'autres muscles que les muscles principaux qui s'attachent sur la fosse temporale pour développer une morsure très forte, surtout chez la tortue alligator, d'où la présence d'excroissance. Ensuite, plus évident, pourquoi c'est une tortue? Elle a un bec corné. On n'a pas la présence de dents, alors qu'on est chez un crâne qui est typique des reptiles, même s'il est un peu modifié. Et on n'a pas la présence de dents, on a la présence de kératine, ici et là. Et cette kératine, elle va servir comme des dents, en fait, de pouvoir arracher des choses, comme vos doigts, si vous mettez vos doigts dans son bec. Ensuite, je vais vous présenter un peu pour les tortues à qui elles sont apparentées. Donc on a ici ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. C'est comme un arbre généalogique,
mais pour l'évolution des espèces. Donc on n'a pas à détailler toutes les espèces, comment elles évoluent, parce que ce serait trop complexe et qu'on n'a pas toutes les informations. Donc on a regroupé les espèces en plus grands groupes. Donc on a le groupe des lézards, des serpents, des tortues, des crocodiles, des ptérosaures. Ces petits animaux volants disparus, comme vous pouvez voir dans certaines séries ou films. Par exemple dans Jurassic Park, il y en a un, mais c'est pas les meilleurs exemples. Et qui mettent un pteranodon qui veut dire littéralement bec sans dents et qui a des dents. Mais ce n'est pas grave. On a aussi les dinosaures, donc les dinosaures ont disparu, sauf les oiseaux. Oui, les oiseaux sont des dinosaures, mais on en reparlera plus tard, pas aujourd'hui. Donc on a la tortue ici, donc je vais vous présenter comment on lit cet arbre. Pour savoir qui est plus proche de qui, pour retourner au dernier ancêtre commun. Donc pour cette partie-là, c'est assez simple, les serpents ils sont le plus proches des lézards. Si on retourne au dernier ancêtre commun, qui est le point ici, et c'est le plus proche, et pour les serpents, c'est les lézards. Et donc pour les tortues, si on va au plus proche ancêtre commun, c'est l'ancêtre commun qui va donner tous les crocodiles, les ptérosaures et dinosaures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les crocodiles sont aussi proches des tortues que les oiseaux sont proches des tortues. Voilà. Peut-être un peu complexe comme phrase dit comme ça, mais si on voit bien, si on suit bien notre arbre, on remonte là, dernier ancêtre commun, c'est ce point-là, entre crocodile et tortue, et entre oiseau et tortue, c'est aussi ce point-là. Donc les crocodiles et les oiseaux sont aussi proches des tortues. Il n'y en a pas un qui est plus proche des tortues, même si on pourrait penser, à première vue, que les crocodiles sont plus proches. Mais ce n'est pas le cas. Selon cet arbre, il y a peut-être d'autres arbres phylogénétiques, j'ai pas fait l'état de l'art. Donc voilà, c'était juste pour avoir une petite information sur comment sont placées les tortues dans l'arbre phylogénétique des reptiles. Voilà, elles sont proches à l'heure actuelle, plus proches des crocodiles et des oiseaux qu'elles ne le sont des serpents et des lézards. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous voir bientôt. À bientôt.